Bonjour à vous et bienvenue à votre cours éthique et professionnalisme. Jean-François Sénéchal avec vous. Comment allez-vous cet après-midi? Nous sommes le 15 septembre. Donc déjà, la rentrée, entre guillemets, a fait son cours. Vous avez tranquillement pris votre rythme. Chaque semaine, je vous rencontre ici en après-midi, début d'après-midi. Pour ceux qui sont là synchrones, nous sommes mardi, il est midi 34. C'est un rendez-vous comme ça. Le but de tout ça, c'est de vous permettre de garder un rythme. On en parlait là, tout à l'heure, plus avant, dans le pré-enregistrement. C'est difficile de maintenir ce rythme, et qui plus est à distance. Hein. En classe facile, à chaque semaine, on se pointe en classe, on s'assoit sur la chaise et on écoute. Et si on n'écoute pas, du moins, on espère que tranquillement, le contenu de cours va s'infuser tranquillement, va être intégré progressivement au fur et à mesure qu'on se pointe dans cette classe. À distance, ce n'est pas possible, donc il faut se donner des trucs comme ça pour se donner un rendez-vous chaque semaine. Une obligation de plonger au moins une fois par semaine dans nos affaires universitaires et qui plus est, le cours éthique et professionnalisme. Donc, c'est ça qui est... Bonjour, il y a Valérie qui est là avec moi aujourd'hui. Bonjour Valérie. Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Ça va bien? Oui, ça va bien. Valérie nous racontait en avant-première, avant le début de l'enregistrement, son test COVID. Vous irez écouter l'enregistrement. Donc, pour elle, pour plusieurs, ça se passe très bien. Ça ressemble à un petit chatouillement dans le fond du nez, là, qui est un chatouillement derrière l'œil. C'est un peu ça. Et pour toi? Non, moi, ça fait une petite blessure. Bref, je me suis fait massacrer la moitié du nez et j'ai eu une gale à l'intérieur du nez. Voilà. Voilà, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. C'est rare, admettons-le, mais c'est possible. Voilà. Non, aujourd'hui, on ne parlera pas de COVID. Vous en entendez parler suffisamment dans vos médias. Aujourd'hui, on parle d'éthique. Aujourd'hui, les thèmes que je vous ai préparés. Vous allez le voir, là, on va parler d'éthique, mais des problèmes. Est-ce que ces problèmes-là existent pour de vrai? Et surtout, je dirais la question la plus importante qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont fréquents, mais surtout, est-ce que vous ne faites pas, vous aussi, partie du problème? C'est peut-être l'idée la plus choquante là, que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, c'est-à-dire que, et si, on va le mettre comme ça, là, avec un beau point d'interrogation, et si vous faisiez, vous aussi, partie du problème? Hein, je pense que c'est ce qui manque en ce moment, là. Entre autres, dans les discussions qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, tout le monde se plaint que la discussion est difficile, mais et si nous faisions tous ensemble partie du problème? C'est ça. On voit bien qu'il y a un problème chez les autres, mais est-ce qu'on le reconnaît chez soi? Bien peu. Donc, c'est les thèmes que je vous réserve aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, d'abord, je veux vous remercier pour vos activités sur le cours, les notes du cours. Écoutez, sur la présentation au forum, là, vous êtes à peu près 150, un peu moins que 150, mais quand même 150. C'est bon. À vous être présentés sur les forums. Donc, c'est intéressant de voir les différents parcours. Encore une fois, je vais essayer de répondre à quelques-unes de ces présentations, mais 150, ça commence à faire beaucoup. Donc, peut-être les premiers, là, je vais essayer de me rendre jusqu'aux 100 premiers, là, essayer de vous écrire un beau courriel de bienvenue. Et sinon, pour les autres, bienvenue. Bienvenue dans votre cours. C'est intéressant de lire vos parcours. C'est très diversifié. C'est le fun à voir. Plusieurs dizaines de mimes assez tordants aussi là, sur la page de mimes. C'est une des pages les plus fréquentées. Quand même, hein? Curieusement du cours. Donc, c'est pas tout le monde qui contribue, mais il y en a plusieurs qui vont voir à quoi ça ressemble. C'est intéressant aussi de voir votre créativité, votre humour aussi, les liens que vous faites avec les thèmes du cours. Je regardais aussi les statistiques du cours. On est rendu à plusieurs milliers de branchements sur l'ENA. C'est sûr que c'est impressionnant, mais avec 200 étudiants, c'est pas long que ça devient vite impressionnant, les statistiques. Les podcasts, je regardais, il y a eu 50 téléchargements des podcasts, 16 et 17. Donc, vous voyez, là, on est 70 en classe. Il y en a d'autres
qui ont décidé plutôt de, j'imagine que c'est soit un ou l'autre, ou à moins que vous aimiez vraiment ça, puis vous écoutez le podcast aussi, mais ça me surprendrait. Donc, 50 téléchargements des podcasts, on voit qu'il y a quand même une demande de ce côté. Plus de 70 personnes en classe synchrone, ça c'est la semaine dernière. Même chose cette semaine. Donc, merci encore une fois d'être là. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de vie de classe. Et sans cette vie de classe, il n'y a pas vraiment de vie universitaire. Et en ce moment, c'est peut-être ce qui nous manque le plus. Donc, merci pour votre engagement. Il y en a plusieurs qui disent que c'est difficile d'être engagé dans un cours, surtout dans de l'enseignement à distance. Moi, j'ai rarement vu des étudiants aussi engagés dans un cours. Lorsqu'on regarde les statistiques, là, tout ça cumulé, je pense que vous en avez quand même besoin de ces lieux-là, ces façons-là. Peut-être c'est pas idéal, mais quand même des façons pour vous rencontrer, à être dans un seul lieu, à un même moment, en même temps, tous ensemble. C'est le fun de voir ça. Autre sujet, le forum numéro 2, lui, est en feu. Donc, le forum numéro 2, je vous rappelle, là, je vous demandais de mettre à l'épreuve les thèmes que sont, les expressions que sont déontologisme, éthique de la vertu et conséquentialisme, et de faire des liens, des liens avec, entre autres, le débat sur COVID. Il y a évidemment des liens à faire, mais aussi des liens avec la culture geek et la culture populaire. Et là, oui, de ce côté-là, on voit que vous êtes généreux. Donc, ils sont tous là. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Spider-Man, Batman, Naruto, Avenger, The Witcher, tout le monde est là. Donc, l'éthique, même l'éthique est partout, même si on l'enseigne, on essaie de donner une saveur, une couleur plus précise, universitaire à ce que c'est l'éthique. On voit que les liens qu'on peut tisser avec la culture populaire, ils sont nombreux. C'est juste de poser les bonnes questions, puis tout à coup, là, vous êtes capable de faire des liens, de tisser des liens avec votre propre culture. Je vous invite, entre autres, à aller lire le résumé épique de Vincent Coulombe. Est-ce qu'il est là, Vincent Coulombe, en ligne? Regarde dans V. On va voir ça doucement. S'il n'est pas là en ligne, je me permets de quand même le féliciter. Écoutez, il a tout résumé, les billets, lorsqu'il n'est pas en ligne. Non. Vincent a tout résumé, vous irez voir ça, tout résumé, les contributions de ses collègues avant lui. Donc, il a associé chaque citation de ses collègues à une image. Il l'a rattaché à un des trois grands courants. Une analyse, un tableau, voilà, c'est ce que je souhaite aussi dans ces forums, des contributions qui sont pas juste unidirectionnelles, mais qui font partie d'une espèce de collégialité où la personne se dit, vous savez quoi, je vais résumer ce que vous avez dit. Puis les 100 autres personnes qui ne sont pas encore passées sur ce forum-là, ils pourront commencer là. Il y aura un résumé de tout ce qui s'est dit, parce qu'à ce moment-là, on peut se permettre d'enrichir encore plus ce premier résumé. Donc, et à la fin, si on fait un résumé, puis on prend le temps d'analyser, de critiquer ces résumés-là, la compréhension qu'on peut avoir des sujets abordés, entre autres déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu, ça sera plus précis, mieux compris, puis les exemples seront nombreux pour vous permettre de mieux saisir la matière. Aujourd'hui, on aborde le module 3. Donc, les questions, elles sont simples, mais elles sont importantes. La faute professionnelle existe-t-elle? Suis-je à risque? Et surtout, comment l'éviter? Donc, on a vu, entre autres au cours 1, que les problèmes éthiques existent. Donc, je vous ai montré, et vous admettrez que c'était un problème éthique touchant, dramatique, très problématique, mais en même temps, on pourrait être tenté de dire c'est rare. La pauvre Karen, elle est tombée dans un bien mauvais endroit ou à un bien mauvais moment. Puis le reste de l'exercice de la profession, ça va bien. On pourrait être tenté de dire ça. La démonstration que je vais vous faire aujourd'hui, c'est qu'au contraire, en fait, dans l'enregistrement de cours, encore plus, au contraire, ces problèmes-là existent, sont assez fréquents dès lors qu'on se met à éviter là, les problèmes extrêmes qui, évidemment, seront sanctionnés. Les autres problèmes là, qui sont
pas suffisamment graves pour être sanctionnés, qui sont difficilement détectables, qui sont rarement dénoncés. Ces problèmes-là, ils sont nombreux. Et même s'ils ne sont pas dénoncés, sanctionnés, ils font quand même partie du problème. Ils nuiront à l'exercice de votre profession. Donc ça, au cours 1, c'était de vous démontrer que ça existe. Mais aujourd'hui, c'est un passage intellectuel plus difficile. J'espère vous convaincre qu'ils existent en beaucoup plus grand nombre. Et aussi, attention, que vous faites vous aussi partie du problème. Donc, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à admettre. Hein. Comment êtes-vous personnellement à risque? Comment êtes-vous collectivement à risque? Hein? Je parle de l'entièreté des étudiants en sciences et génie, par exemple, ou l'entièreté de cette classe aujourd'hui. Comment êtes-vous collectivement à risque? Comment peut-on gérer ce risque? Comment peut-on réduire ce risque? Donc, c'est des thèmes importants. Vous le verrez dans l'enregistrement de cours et je l'ai fait aussi sur au module 3 de l'ENA de votre cours. Je vous demande de répondre à un sondage où je vous demande d'évaluer, d'estimer votre propre intégrité morale, combien vous valez là, sur une échelle de 0 à 100, où 0, là, c'est criminel en puissance. Là, vous en avez vu quelques-uns dans le témoignage de Karen. Et 100, ce serait une personne parfaitement incorruptible, tout à fait intègre, honnête, peu importe les circonstances, les pressions exercées sur elle ou sur lui, bien, cette personne-là va être capable de résister. Et 50, là, ce serait une personne moyennement honnête. Hein? Je dirais monsieur tout le monde. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un de tout à fait normal, pas pire, pas mieux. Et lorsqu'on pose cette question, vous le verrez dans l'enregistrement de cours, mais je me permets quand même déjà de vous le dire. Habituellement, on devrait s'attendre à un 50, hein, une moyenne d'environ 50 sur 100. C'est-à-dire que si je vous dis que 50, c'est une personne moyenne, on devrait s'estimer normal, à moins que vous ayez des exceptions. Vous êtes des êtres exceptionnels. Typiquement, là, imaginez-vous la cloche là, normale. On devrait être dans le 95% de cette cloche-là. Évidemment, il y a des exceptions, mais typiquement, on devrait se retrouver entre, je ne sais pas, entre 40 et 60 en matière d'intégrité. On se comprend, là, c'est pas possible de mesurer votre intégrité morale, mais ça permet quand même de savoir comment vous l'estimez. C'est intéressant parce que vous allez voir que on a tendance à surestimer notre propre intégrité morale. C'est vrai pour vous en ce moment. C'est vrai, c'est d'autant plus vrai pour les profs en éthique, ça c'est sûr. Donc c'est ça. Généralement, on a tendance à surestimer notre propre intégrité. Cet effet de surestimation, là, on l'a dans plusieurs domaines. Peut-être vous en avez entendu parler aussi. L'effet Dunning-Kruger, c'est un peu ça, là, mais peut-être de façon un peu plus générale, c'est-à-dire que les personnes très compétentes ont tendance à sous-estimer leurs compétences. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, souvent, il doute de tout, y compris de lui, de ses compétences. Il est plus prudent, etc. Et les personnes incompétentes, c'est dommage à dire, mais les personnes incompétentes ont tendance à surestimer leurs propres compétences. Donc, en ce moment, surtout avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on voit plusieurs illustrations. J'ai même vu quelques vidéos là, qui expliquent ça, l'effet Dunning-Kruger. C'est vrai aussi en matière d'éthique. Donc, on a tendance à se penser légèrement au-dessus de la norme, plus éthique que la normale ou surtout plus résistant à des tentations, des pressions qui pourraient faire en sorte que vous déviez non seulement des valeurs promues par par vos ordres professionnels, mais parfois, ça fera partie de notre démonstration, entre autres dans quelques autres modules du cours. C'est ça, surestimer, dépasser vous surestimez votre propre intégrité morale, puis tranquillement, vous finissez par prendre des risques peut-être inutiles, peut-être vous sentir un peu trop à l'abri de problèmes existants. Donc, vous reconnaissez parfois que le problème est existant, peut affecter certaines personnes, mais vous vous sentez peut-être un peu plus à l'abri
des problèmes que pourtant vous reconnaissez comme étant existants. Donc, vous allez voir cette partie-là dans l'enregistrement de cours où j'explique ça plus abondamment. Gardons en tête qu'en ce moment, surtout en ce moment, là, au moment où on se parle, vous surestimez vos propres compétences en matière d'éthique. Puis un de mes objectifs aujourd'hui, c'est de briser tout cela. Donc, vous brisez un peu, vous démontrez que nous surestimons nos compétences individuellement, collectivement, parce qu'il y a des risques qui sont associés à ça. Encore une fois, là, c'est des risques qui sont individuels, mais aussi collectifs. Le problème, c'est qu'on est souvent ignorant de ses propres ignorances. On ne sait pas vraiment, on connaît mal nos failles. On voit celles des autres, peut-être plus aisément, mais lorsqu'il s'agit d'identifier nos propres failles, on résiste des fois à ça. Hein? Et pour moi, il y a une intention, je dirais, pédagogique, là, quand je disais de vous briser. Je ne veux pas vous briser, mais je veux au moins que vous admettiez ça. Vous avez des failles, il y a des problèmes. Vous faites partie du problème. Parce que si vous n'admettez pas qu'il y a des problèmes et que vous faites partie du problème et que vous avez des failles, moi, je perds mon temps. C'est-à-dire que j'essaie de vous donner des outils, j'essaie de vous montrer comment résoudre des problèmes. Mais vous voyez un peu, là, si vous vous mettez à nier qu'il y a des problèmes, et pire, que vous ne faites pas partie du problème, pourquoi diantre vous donner un cours d'éthique puis discuter de tout ça, sinon pour vous permettre d'améliorer vos propres compétences puis éventuellement résoudre peut-être une partie du problème. Donc, vous surestimez vos compétences et ça peut s'associer à une prise de risque qui est accrue. Et c'est vrai quand on parle de physique mécanique, peut-être, là, ou en génie civil. Imaginez, vous surestimez la résistance de tel ou tel matériau, il peut y avoir des problèmes. En éthique, il y a quelque chose de cet ordre aussi, surestimation des compétences éthiques et éventuellement prise de risque accrue. Hein? Pensez à la conduite automobile, texter au volant, fumer la cigarette. On reconnaît qu'il y a là un problème, qu'il y a là un risque, mais un risque auquel on se croit peut-être plus à l'abri qu'une personne normale. Et ce faisant, on conduit un peu plus vite, se faisant un petit texto en passant. Et pourquoi pas fumer la cigarette en même temps, tant qu'à se mettre. Même chose pour la COVID, là, il y a ça aussi qui se voit en ce moment, là, surestimation on voit les risques, mais en même temps, on se sent aussi, et du même souffle, un peu plus à l'abri du risque que les autres. Donc, regardez ça aller. Ça se passe en ce moment sous nos yeux. La petite vaguette là, que j'avais ciblée la semaine passée, là, ça semble être une vague, là, tranquillement. Là, une vague qui commence à être respectable. Donc, s'il vous plaît, une fois que vous aurez reconnu l'existence de ces risques, c'est ce que je me tuerais à faire aujourd'hui, là, vous faire reconnaître l'existence de ces risques, mais une fois que vous les aurez reconnus, ne faites pas l'erreur de vous sentir à l'abri de ces risques. Je pense que c'est ça le propre des biais, une fois qu'ils sont reconnus, expliqués, lorsqu'on vous a expliqué ces failles, mais le but, c'est qu'une fois que ces failles reconnues comme étant existantes, vous en teniez compte pour améliorer la qualité de vos futures décisions. Donc, surestimation, ça nous arrive à tous. Nous sommes humains, mais une fois que nos failles humaines sont reconnues, on ne peut pas juste se contenter de dire c'est ça, nous sommes humains, nous avons des failles, puis c'est normal. Oui, nous avons des failles, c'est normal, mais et si on décidait ensemble de s'améliorer un peu, de corriger ces failles, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions comme vous délicates. Dans ce module, je vais vous expliquer aussi que, c'est ça, peut-être que vous croyez honnête, et là, il faut voir, il y en a plusieurs qui se sont donné des très belles notes. Vous irez voir le sondage, là, il y en a plusieurs qui se sont donnés. Je dirais que la majorité d'entre vous, vous êtes donné au-dessus de 50, très certainement, en tant que groupe. Et individuellement, là, vous avez tendance à non seulement surestimer votre groupe, mais surestimer votre compétence par rapport à votre propre groupe. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et pourtant, dans le même sondage,
Ça fait longtemps que je pose cette question-là en classe. Avez-vous déjà triché à l'université? Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont déjà triché à l'université. Que ce soit dans un travail, un petit TP, que ce soit dans un forum de discussion, dans un cours d'éthique ou dans un examen, il y en a plusieurs qui auront triché au moins une fois dans la classe. Là, je demande cette question-là. C'est plus de la moitié de mes étudiants qui me répondent. Ce n'est pas une statistique je pense que c'est une statistique qui ferait peur peut-être à la direction de la faculté de sciences et génie. En fait, je les informe assez fréquemment de ça. Mais la moitié d'entre vous, vous dites « Oh oui, j'ai déjà triché. J'ai déjà triché sur les bancs universitaires. Hein? Or, si vous regardez, vous le verrez dans l'enregistrement de cours, si on prend le temps d'examiner quelles sont les pressions, hein, pourquoi trichez-vous à l'université? Hein, si on regarde les pressions, manque de temps, manque d'énergie, manque de formation, les objectifs sont trop élevés, la tâche est trop difficile, manque de compétences, influence des pairs, évidemment. Mais si on prend ces petits éléments-là, puis on les projette dans l'exercice de votre profession, bien, ils risqueront de se reproduire. Hein. Pression de performance, manque de temps, manque de formation, incompétence, objectifs très élevés, difficulté de la tâche, manque de compétences. Évidemment, si vous avez triché à l'université, ça se peut que vous soyez incompétent un peu. Paresse, influence des pairs, tout ça, ça revient dans l'exercice de la profession. Donc, ce n'est pas pour rien que cette démonstration-là vous sera faite dans l'enregistrement de cours. C'est parce que si vous trichez en ce moment, ça demande un examen là, de soi parce que ces réflexes-là qui sont normaux, peut-être, ils risquent d'être très problématiques dans l'exercice. Ils sont déjà problématiques à l'université, mais vous ne trouverez pas de solution, du moins ces problèmes-là ne seront pas résolus lorsque vous arriverez dans l'exercice de la profession. Au contraire, là, vous verrez les statistiques qu'ils auront plutôt tendance à s'accroître en intensité et en gravité et en fréquence. Hein? Donc, tranquillement, on dévie de quelques normes, quelques règles. Et pourquoi? Parce qu'on manque de temps, on manque d'énergie, on manque de compétences, etc. Donc, une personne sur deux va commettre des manquements qui varieront là, en gravité. Donc, 50% vont commettre des manquements qui sont de l'ordre de mentir à des clients, qui vont dans l'exercice de la profession, toutes sortes de comportements inappropriés, là, un peu de violence psychologique, toutes sortes vous irez voir les études en question, mensonges à propos des heures travaillées, ça revient, violation des normes de sécurité, violation des normes de qualité, discrimination, volontaire ou involontaire, mais discrimination quand même, vol dans certains cas, plagiat, harcèlement sexuel, sachez-le, ça existe, évidemment, aussi dans l'exercice de la profession. Donc 50%, c'est pas 50% d'entre vous qui allez cocher à chaque élément de cette liste-là, là, mais c'est ça, c'est 50% qui commettront l'un ou l'autre de ces manquements-là. Évidemment, ça peut varier en gravité. C'est pas on ne doit pas tous les mettre sur le même pied d'égalité. Mais quand même, vous faites essentiellement une personne sur deux. Là, on peut dire que c'est peut-être tous ceux qui sont en ligne en ce moment qui n'auront pas de problème, puis c'est les autres, on fait le 50%, qui auront des problèmes, mais disons que c'est pas tout à fait ça. Ça semble pas être le cas. Ça semble être une interprétation abusive de ces statistiques-là. 50% d'entre vous, là, si vous êtes là en ce moment, il y en aura 50% qui vont commettre ces manquements. En ce moment, c'est la triche universitaire. Donc, vous êtes sensible à certains contextes. Pour l'instant, 50% d'entre vous ont probablement déjà triché à l'université. Pourquoi? Performance, pression des pairs, manque de temps, manque de formation, c'est trop compliqué, c'est plate, le prof est plate. On les voit dans les raisons. Ça va revenir dans l'exercice de votre profession. Manque de temps, manque de profession, le boss est plate, le boss n'est pas bon.
La compagnie, vous ne croyez pas dans les valeurs de la compagnie, vous êtes toutes là pour de bonnes et moins bonnes raisons. Donc, tout ça peut contribuer à accroître ou à confirmer ce pourcentage, là, une personne sur deux. Donc, ce qui vous attend, là, ben, c'est pas pour tout le monde, puis ça ne sera pas toujours ça, mais quand même, ça fait partie de la réalité. Mensonge, vol, violation de politique interne, sécurité, santé, qualité, là. Comportement inapproprié, harcèlement, discrimination, violence psychologique, plagiat. Est-ce que ça vous fait peur, ce que je dis là? Ben, j'espère que non, mais le but, c'est quand même de vous... Tu as dit non en général. Ouais. Mais ce que j'espère faire, c'est ça, vous faire prendre tout de suite contact avec la réalité. Des fois, il y a ce choc-là là, entre comment vous idéalisez votre profession et ce à quoi ça peut ressembler, hein. Des fois, il y a une distance qui est importante, mais si on veut bien vous préparer, il faut vous préparer aussi à la réalité d'exercice de votre profession. Donc, si vous ne préparez pas à résoudre ce genre de problème, c'est ce qu'on va faire dans le cours, entre autres dans vos travaux pratiques. Si vous ne pratiquez pas maintenant, ben, vous risquez d'être vite à court de solutions et d'outils lorsque vous exercerez votre profession. Donc, pédagogiquement, si vous surestimez votre intégrité, votre honnêteté, vos compétences éthiques, je perds mon temps. Donc, le but là, de cet enregistrement, l'enregistrement de cours, la présentation que je vous fais essentiellement, la présentation, ça dure quasiment 2 heures, là, mais c'est de vous convaincre que vous surestimez votre intégrité, que vous n'êtes pas si honnête que vous le pensez, que vous avez des compétences éthiques lacunaires, vous en manquez de compétences éthiques. Et tout ça, pourquoi? Ben, parce qu'une fois que vous aurez au moins admis que vous avez besoin de quelques compétences supplémentaires, ben, on pourra travailler ensemble à améliorer ces différentes compétences et travailler ensemble à trouver de véritables pistes de solutions pour résoudre les problèmes qui sont généraux, propres à votre groupe, à votre collectivité, mais aussi parfois vos propres problèmes personnels, à votre rapport à l'autorité, votre rapport à la pression des pairs, votre rapport avec votre organisation du travail. Tout ça, là, c'est des vraies contraintes réelles qui s'exercent en ce moment même dans votre progression à l'université, mais éventuellement dans l'exercice de votre travail. Dans les prochains modules, j'irai plus loin avec cette démonstration-là. Là. Qu'est-ce que je vais tenter de vous démontrer? D'abord, dans le module 3, vous avez tendance à surestimer votre propre intégrité morale. Donc, je vous invite à aller voir la démonstration. Vous avez déjà triché, vous le ferez encore et pour les mêmes raisons. Donc ça, c'est toujours dans ce module 3. Après, je vais prendre une pause là, de quelques modules pour vous expliquer le système professionnel. Donc, je vous explique les problèmes. Ensuite, je vous explique c'est quoi le système professionnel. Puis après ça, on va regarder toutes sortes de pressions là, qui sont exercées sur le système professionnel. Pourquoi le système professionnel n'est peut-être pas aussi idéal qu'on le souhaite ou qu'on l'a conçu. Donc, dans le module 9, ce qu'on va voir, c'est que vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels et ceux de vos proches ou de vos semblables, et au détriment des intérêts de votre profession ou des intérêts de votre employeur. Donc, ce n'est pas une grande surprise, là. Vous avez tendance à privilégier vos propres intérêts personnels. Vous avez déjà reconnu ce problème-là chez les autres. Au module 9, on va essayer de faire un travail sur vous. Dans l'exercice de votre profession, on va vous demander de mettre vos intérêts personnels en second. L'intérêt public sera primé. Donc, serez-vous capable de ce tour de force, je dirais. Là, c'est pas rien ce qu'on vous demande de faire. Ce sera difficile même de faire cette transition. Module 10, vous avez généralement tendance à vous plier à l'autorité. Le savez-vous? Ah oui. Peu importe ce qu'on vous demande de faire, on le verra au module 10. Si une personne en position d'autorité vous demande de poser un geste, vous avez plutôt tendance à poser ce geste. L'exemple qu'on a vu avec Karen au module 1, là, c'est l'exception qui confirme cette très grande règle. Vous mettez une personne en position d'autorité, cette personne-là dit « fais quelque chose » à un subalterne et la personne fait cette chose. Donc, on verra ça au module 10, c'est quoi les conséquences sur vous
pour ça tantôt que je vous parlais de c'est quoi votre rapport à l'autorité. Et au module 10 également, la pensée de groupe. Donc, vous adoptez généralement les comportements de vos collègues. Donc ça, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Lorsqu'on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, regardons-nous aller. La pression des pairs, c'est très difficile, c'est très fort. Moi, je me rappelle, entre autres, là, au début de la COVID, là, je faisais mon épicerie, puis tout le monde remplissait leur panier d'épicerie. Ça débordait. Puis à chaque fois que j'arrivais devant un étalage, je me disais tout le temps, moi, j'en prends-tu un de plus? Puis là, il faut résister à la pression, parce que la pression est grande. C'est beau être rationnel, là, mais comment résister à cette pression-là des pairs lorsqu'elle est aussi visible? Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais dans l'exercice de votre profession, le comportement de vos pairs, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, comment ils vous jugent, ça aura évidemment une influence sur vous. Plus concrètement, dans ce module, la marche à suivre, c'est simple. Mais là, ce sera peut-être la dernière fois là, que je vous explique dans le détail cette marche à suivre, puisque vous commencez à vous familiariser avec ça. 1. Vous venez nous rejoindre dans la classe virtuelle, 70%. 70 étudiants sont là aujourd'hui. Il y en a d'autres qui vont aller télécharger le podcast. C'est bien. 2. Visionner l'enregistrement de cours, ce qui vous permet de sauter les parenthèses. Ce que je peux faire parfois, sauter les pauses. J'essaie de faire un pré-montage, là, mais en même temps, il y a peut-être des bouts que vous pouvez sauter. Répondre ensuite aux 3 petits sondages. Donc, vous irez voir les sondages et vous répondrez aux sondages, ne serait-ce que pour voir les réponses de ceux qui ont répondu au sondage avant d'écouter ce cours. C'est beau à voir. Consultez et 4. Donc, consultez et lisez le PowerPoint que j'ai présenté en classe. Donc, si vous avez vu l'enregistrement de cours, pas obligé d'aller lire le PowerPoint, mais en même temps, des fois, c'est intéressant d'aller pour vos notes ou pour réviser un peu, là, aller voir qu'est-ce que j'avais ciblé dans le PowerPoint. Souvent, c'est des éléments qui sont un peu plus importants. 5. Consultez les textes cités dans le PowerPoint. Donc, les textes sont aussi listés dans les lectures du module 3. Lisez le rapport de la commission Charbonneau. Lisez pas ça au complet, c'est 1400 pages, mais je vous ai ciblé là, une 50aine de pages où on voit qu'est-ce que la commission Charbonneau. Ça, je l'explique dans une vidéo. Mais le texte en question, c'est sur les pistes de solutions, résoudre les problèmes que j'aurais expliqués dans la vidéo sur la commission Charbonneau. Donc, si vous ne savez pas encore c'est quoi la commission, vous en avez vu un avant-goût là, avec le témoignage de Karen Duhamel. Mais vous irez voir cette vidéo. Je fais un résumé de ce à quoi ça ressemblait la commission Charbonneau. Vous irez voir, là, je pense que c'est un résumé assez efficace pour vous faire comprendre ce qu'on voyait chaque jour à la télévision. Moi, je me rappelle, il y a 5-6 ans maintenant, on voyait ça à la télé. C'était charmant, voir des ingénieurs, voir des professionnels venir nous expliquer comment ils avaient fraudé, traficoté, mis en miettes le système qu'est le système professionnel au Québec. Je me dis juste que c'est plus longtemps que 5-6 ans, mais c'est pas grave. Je pense que c'est plus que 5-6 ans. Oui, parce que mon fils venait de naître. Oh, OK. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Voilà. C'est la force de l'âge qui vient de faire mal. Merci de me le rappeler. Ça fait déjà 10 ans. Pour moi, là, je vous le dis, là, c'est quasiment d'actualité, la commission Charbonneau. Mais évidemment, là, dans le cours, j'en texte plus comme étant une commission importante, historique, parce que maintenant, ça fait partie de l'histoire. Mais pour moi, c'est quasiment hier. Je suis encore choqué aujourd'hui d'avoir vu ce que j'ai vu des professionnels comme vous qui étaient jadis dans des cours d'éthique, là, qui sont allés expliquer. Non, mais c'était ahurissant. Là. Je sais, je l'écoutais à tous les matins parce que besoin était d'être debout. Hein? J'avais rien d'autre à faire. Et voilà, c'était comme notre... oui. Ah, c'était beau. Vous irez voir les extraits que je vous ai proposés aussi. Il y en a plusieurs d'autres extraits là, qui circulent sur Internet. Les vidéos d'Infoman, entre autres. Des fois, j'en présente dans les enregistrements de cours. C'était du bonbon. C'était drôle, mais triste à la fois. Donc, la commission Charbonneau, allez voir le vidéo que je vous ai fait. Lisez le rapport. Et là, faites attention. Là, c'est sûr qu'on parle de la commission Charbonneau
Ça peut être tentant de... La commission en question, là, elle ciblait exactement l'industrie de la construction à Montréal et à Laval. Donc, ça serait tentant de dire, ben oui, il y a juste des problèmes dans l'industrie de la construction, puis en plus, c'est juste à Montréal et à Laval, mais c'est parce que la commission, c'était ça son mandat, OK? Mais des problèmes dans l'industrie de la construction, il y en a partout au Québec. Donc, quand vous allez lire sur la commission Charbonneau, les problèmes qu'on voit à Montréal et à Laval, ils sont, ils devraient, théoriquement, j'en ai pas de preuves, là, mais par induction, on devrait penser qu'ils devraient aussi avoir des problèmes similaires ailleurs, dans d'autres régions, des régions isolées, pourquoi pas. Donc, ces problèmes-là existent ailleurs qu'à Montréal et à Laval. Et ces problèmes existent aussi ailleurs que dans l'industrie de la construction. Donc, ce que vous allez voir, c'est comment des professionnels sont fragiles aux différentes pressions propres à l'industrie de la construction. Mais si on change de domaine, il y aura peut-être, ces différentes pressions prendront d'autres formes peut-être, mais les pressions des systèmes, que ce soit dans l'industrie de la construction, de la chimie, en géomatique, en informatique. En informatique, ça s'en vient l'informatique, watch out. En informatique, en recherche, toutes sortes, ça prend différentes formes, les différentes pressions exercées sur vous, mais les problèmes peuvent se ressembler. Surtout, moi, c'est surtout les pistes de solutions que je trouve intéressantes et que j'ai tenté de cibler dans le texte que vous avez à lire à propos de la commission Charbonneau. Mais vous irez voir. Donc, c'est une commission intéressante. Ça vous invite à réfléchir peut-être plus. Je vous invite à toujours garder ce regard-là. Là. Donc, réfléchir plus largement. Vous allez voir des professionnels. Là. Allez voir des professionnels. Allez voir comment ceux et celles qui sont supposés être là pour protéger le public, pour assurer le respect des normes en matière de santé, sécurité, qualité. Vous allez voir comment ces personnes-là peuvent être meurtries, viciées, corrompues, tiens, c'est le bon terme, par un système qui, lui, est lui aussi vicié, corrompu, fort problématique. Observez comment des gens comme vous qui se disent et se croient honnêtes, lorsqu'on les plonge dans un système qui est loin d'être honnête, comment ces personnes-là sont fragiles et peuvent tranquillement, eux aussi, l'être englobés, intégrés, phagocytés, tiens, pour prendre des termes compliqués, par un système qui, lui aussi, est vicié. Donc, objectif du module, je vous le dis et je le redis, si vous voulez réussir mon examen d'éthique, vous regardez les objectifs, puis vous faites les exercices, puis à la fin, vous relisez les objectifs, puis vous demandez, est-ce que j'ai atteint ces objectifs? Puis sinon, retournez dans les enregistrements de cours, retournez dans les documents qui vous sont offerts pour améliorer et éventuellement, vous améliorer et éventuellement atteindre ces objectifs. Pour le module 3, ce serait d'être capable de définir et reconnaître la faute et le manquement professionnel. Qu'est-ce qu'une faute? Comment la reconnaître? Comment la définir? Estimer le nombre de manquements et de fautes et leur gravité dans l'exercice de la profession. Donc, grappillez-vous quelques statistiques par-ci par-là, mais essayez de me dire, d'être capable d'expliquer, peut-être à votre prochain souper, est-ce qu'il y a des manquements dans l'exercice de la profession? Est-ce qu'ils sont nombreux? C'est quoi les principales fautes qui sont commises? C'est quoi les fautes les plus graves, les fautes les moins graves? Est-ce que ça existe dans l'exercice de votre future profession? Faites des recherches propres à votre profession. Si vous êtes en informatique, allez voir en informatique. Si vous êtes en géomatique, allez voir en géomatique. Si vous êtes en chimie, allez voir en chimie. Bon, je ne ferai pas la liste, là, vous les connaissez, vos professions. Autre objectif, être capable de nommer et d'expliquer les principales causes de manquement ou fautes professionnelles. Donc, oui, elles existent, mais quelles sont les principales causes? Vous allez voir que les causes qui sont à l'origine de vos fautes ici et vos petits manquements ici à l'université sont pas mal les mêmes que les causes qu'on va identifier dans l'exercice de votre profession. Et enfin, une fois qu'on est capable de nommer les causes, on est capable, on se doit même d'agir sur ces causes. Donc, expliquer, dernier objectif, expliquer, nommer, mais expliquer aussi des pistes de solutions pour réduire le nombre de fautes et de manquements. On ne peut pas se contenter de juste dire
Il y a des fautes, il y a des problèmes. Non, on doit aussi tenter ensemble de trouver des pistes de solutions. Ce sera tout pour cette semaine, donc un peu plus court cette semaine. Le but, c'est encore une fois de mettre la table, de vous rencontrer une fois par semaine. C'est tout. Prenez le temps de faire ce que vous avez à faire cette semaine. Prenez soin de vous. Allez pas trop dans les karaokés. Allez pas trop... Non, je ne vais pas les nommer non plus. Lavez-vous les mains. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Voilà. Bye bye. On se voit au module 4. À la semaine prochaine. Merci. Merci Valérie.